Bonjour mesdames et messieurs, ici Luc Vigneault, votre père aidant en santé mentale. Aujourd'hui à la partie 2 de ce podcast sans jaquette, sans étiquette, avec l'une autre, avec l'incomparable, mon coup de foudre spirituel, Jean-Pierre Després, qui est un mari extraordinaire, qui est un père de famille, musicien, directeur scientifique, bref. Et il y aura bientôt l'âge vénérable de 68 ans. Et oui, il continue encore à promouvoir cette approche qui va sauver littéralement le système de santé et surtout nos vies. Alors, on va parler aujourd'hui de santé mentale, de santé physique. On va aborder un peu l'Ozempic, démystifier tout ça. On va parler de plein de choses. Alors, j'attends vos commentaires. Bonne écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast. Alors, sur ce, je cède l'enregistrement, la parole à l'enregistrement qu'on a fait. Et surtout, merci d'être à l'écoute. Merci beaucoup. Puis merci au Centre de santé durable Vitam aussi de me donner un coup de pouce pour permettre que ce podcast ait lieu puis que la diffusion se fasse. Alors, sur ce, allez, bonne écoute, au revoir. Alors, bonjour, madame, monsieur, bienvenue à Sans jaquette, sans étiquette. On est avec Jean-Pierre Després, docteur Jean-Pierre Després, qui est chercheur puis directeur scientifique au Centre de recherche Vitam. On l'a rencontré dans un précédent podcast là, où on a fait le tour un peu de qui il est, sa carrière, puis l'impact de ses recherches, puis l'importance de bouger dans la vie, puis voilà. Fait qu'aujourd'hui, Jean-Pierre, bienvenue encore, merci d'être merci. là. Je suis honoré par l'invitation, Luc. C'est vraiment le fun, puis surtout de donner ton temps, je sais que tu es très occupé comme directeur de Vitam. Mais c'est ça qui est important, Luc. Je m'excuse de t'interrompre. Oui. C'est ça qui est important. Ouais, Si tu savais comment j'ai à cœur ces conversations-là qu'on a avec des gens comme toi, parce que tu es très inspirant, puis on va en parler tantôt pour ta communauté. Là. Oui. Ouais. Donc, d'abord, avant de parler de l'inclusion des citoyens partenaires dans la recherche, ou ce qu'on appelle aussi les patients partenaires, on va y aller d'abord par Vitam. C'est quoi Vitam? Puis c'est quoi ce bébête-là? Oui. On y avait fait allusion un petit peu dans notre conversation antérieure, tu sais. Moi, au soir de ma carrière, après, il y a quelques années, là, j'avais déjà 35 ans de travaux de recherche dans le corps, je me suis dit, ça marche pas, là. Il y a un gros fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Puis, je rêvais d'une structure, d'une organisation où on allait avoir l'opportunité de se rapprocher de la population. Puis en 2013, j'avais participé à une activité qui a été menée par la vice-rectrice à l'Université Laval à la recherche, qui est maintenant notre rectrice, Mme Sophie D'Amour. C'était une activité qui était animée par Michel Clerc, l'ancien ministre sous le gouvernement de René Lévesque. Oui. Et la question, on était à 150, on était au domaine Cataraqui, puis on s'était fait poser la question, comment on pourrait faire mieux et différemment en matière de santé? Alors, tu ne seras pas surpris que je t'allais dire, la santé, c'est plus que les soins. Ben oui. Et à ma grande surprise, à la fin de la journée, il a émané un chorus relativement fort. Et quelques temps plus tard, Mme Sophie D'Amour m'appelait pour dire, Jean-Pierre, prendras-tu la direction d'une organisation qu'on appellerait Alliance Santé Québec? Oui. Qui animerait un peu dans la région de Québec une réflexion autour d'une notion qui est en train d'émerger, là, la santé durable. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et on avait une définition parce que là, on est entre universitaires de différents domaines, ça c'était déjà le fun. Mais on est arrivé avec une définition très académique de la santé durable. Puis je me rappellerai toujours à l'époque, parce que là, j'avais mon chapeau de directeur d'Alliance Santé Québec, puis j'étais allé voir le maire Labaume à l'époque, qui était le maire de Québec. Puis il m'a accueilli très, très gentiment, mais avec son franc-parler, il m'a dit « Docteur Després, j'ai une vague idée de ce que vous essayez de faire, mais c'est trop compliqué votre affaire de santé durable. » Fait que je suis revenu encore une fois, puis j'ai dit « Bon, ben là, on va travailler... » On va aller sur la table à dessin, puis on va réfléchir à peut-être simplifier. C'est ça. Et là, dans l'entrefait, on m'a offert, à cause de cette mobilisation-là, puis des contacts qui avaient été établis avec plein de gens que je ne connaissais pas, de toutes sortes de domaines, des sciences sociales, tu sais, de partout, là,
On m'a dit, ça te tenterait-tu de prendre la direction d'un centre de recherche et soins et services de première ligne parce que son directeur, Serge Dumont, prenait sa retraite? J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Non. Par Les contre, soins, parce qu'on est des soins, là. Par contre, si vous voulez transformer ça éventuellement en un centre de recherche pour qu'on anime la réflexion en santé durable, ça pourrait m'intéresser. Alors, ils ont dit oui. Et ça, je dois saluer le PDG de l'époque, M. Michel Delamarre. Oui. J'ai dit, là, si je saute la clôture, par exemple, j'ai besoin d'un appui fort oui. du CIUS. Et j'ai eu un appui fort du CIUS. Je dois vraiment le... Et donc, j'ai pris la capitale nationale. Donc, j'ai pris la direction de ce centre-là. Puis là, je veux saluer tous les chercheurs, les chercheuses qui ont cru, qui ont dit, ouais, ce projet-là, un peu fou, de créer un centre de recherche en santé durable, on embarque. On a soumis une demande de centre, de financement de centre, parce que les astres étaient alignés aussi en 2019. Le Fonds de la recherche du Québec Santé lançait un concours pour créer 4 nouveaux centres de recherche au Québec. C'était très compétitif. Là. Oui. Il y a eu des propositions de 16 organisations. On s'est retrouvés parmi les finalistes, puis on a été reconnus et financés. Ce qui fait que on existe depuis maintenant 5 ans. On vient d'être réévalué et donc on est refinancé pour un autre 6 ans. Fait que là, Vitam a déjà 5 ans d'existence, puis c'est assez robuste. Mais je veux vraiment, Luc, saluer tous les chercheurs, les chercheuses qui ont cru au début, parce que c'était un défi. Là. Tu dis, là, on va se regrouper dans une nouvelle patente. Là. Oui, qu'on ne sait pas trop. C'est ça. Et là, mais on avait des actifs très, très forts là-dedans. Tu sais, il y avait une expertise mondialement connue dans le domaine de la décision partagée, le docteur France Légaré, qui a toute une école... avec qui j'ai fait des recherches. France. Qui a fait une école de dire, là, c'est pas juste unidirectionnel, les transactions avec un patient, il faut impliquer le patient, puis donc, ce concept-là de décision partagée, on l'élargit par la suite à dire, on va faire un peu la même chose avec les citoyens et les citoyennes. Wow. Donc, Vitam est reconnu et financé depuis par le Fonds de recherche Québec Santé depuis juillet 2019. Et puis là, encore une fois, le centre a pris beaucoup d'expansion. Puis une des choses qu'on a fait au tout début aussi, c'est là de travailler. On a mis des citoyens, des citoyennes partout dans la gouvernance, dans le bureau de direction. Mais oui, c'est exceptionnel, ça, dans le Puis là, milieu. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, absolument. Moi, écoute, je connais rien. Là. Il faut que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent. Là. En termes de santé mentale, je suis un pur imposteur, moi. Là. T'as fait mon éducation dans ce domaine-là. Mais il y a une chose, par exemple, j'étais profondément convaincu. Oui. C'est que tu avais des choses à nous apprendre, à m'apprendre, moi, énormément, comme tous les citoyens, pour les raisons que je t'avais expliquées la dernière fois. Merci. Les citoyens et citoyennes ont énormément de vécu à partager, parce que si tu veux faire un centre de recherche en santé durable, tu veux le faire, tu veux faire quelque chose qui va servir les citoyens, et non pas juste servir la communauté. C'est pas juste de faire un centre de recherche pour les chercheurs. Ils ont un savoir expérientiel, un savoir du vécu. Et donc, avec eux, puis ça, je veux leur rendre hommage, parce que une des premières choses qu'on a fait à l'époque, c'est de dire, là, il faut démocratiser le concept de santé durable. Puis, donc, avec les citoyens, on en est arrivé à cette fameuse définition-là, qui est très populiste. Un esprit sain, dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain, sur une planète en santé. Voilà. Ça remonte au tout début de Vitam. Puis là, je me rappelle à l'époque, parce que là, je suis allé voir le maire Labaume, il était encore maire de Québec à l'époque, pour y présenter Vitam. Parce que là, j'avais laissé Alliance Santé Québec, mais là, j'allais y parler de Vitam puis le remercier de son appui parce qu'il nous avait écrit une lettre dithyrambique pour nous appuyer là, dans notre recherche de financement en disant, moi, comme gouvernement de proximité, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est important là, parce qu'il va servir mes citoyens de communauté. Et donc, je suis allé le remercier, annoncer la bonne nouvelle. Puis là, j'ai présenté le concept de santé durable, un esprit sain dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain, planète en santé. Puis là, il me dit, Jean-Pierre, parce que là, on se connaissait, il m'appelait Jean-Pierre, là, je peux en parler. Là, j'ai compris. Il a compris comment ça marche. Là, j'ai dit, OK, là, vraiment, on a un concept vulgarisé qui va mieux tenir la route. Puis comme je te l'ai dit lors de notre dernier entretien, maintenant, moi, ça fait des milliers de citoyens, là, citoyennes avec qui j'ai des conversations où j'explique dans mes conférences grand public, mais regardez, voici qui on est à Vitam, puis voici notre concept fort,
avec lequel on veut fabriquer de la santé durable, Oui, on va oui. le faire avec vous autres, puis là, après, on va vous écouter. Mais quand je leur dis un esprit sain dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain sur une planète en santé, Oups. il n'y a pas un Québécois Mais non, qui dit, me dit ça ça n'a m'étonne- pas d'allure, Mais cette non, affaire-là. que c'est docteur, ça, ben ça n'a oui. aucun sens. Tout le monde dit, ouais, ça a bien du bon sens, puis on se l'était dit la dernière fois, un esprit sain dans un corps sain, ben c'est pareil. Les parents au Québec me disent, c'est pas ça qu'on fait dans nos écoles publiques. Et voilà. Milieu de vie, environnement sain, ben là, on va chercher tout de suite les gouvernements de proximité. Je veux les saluer d'ailleurs, parce que là, oui, il y a eu, après l'élection du maire Marchand, le maire Marchand il a embarqué à les bras très, très ouverts. Et écoute, l'appui qu'il donne à Vitam, des équipes maintenant Oui. de la direction de la ville, indépendamment du politique, là, les directions de la ville maintenant, la santé durable, c'est une thématique transversale. Absolument, à la ville ils de sont Québec. là. C'est Je peux en partout. témoigner. C'est dans le plan de Oui. mobilité, c'est dans le plan d'inclusion sociale, de responsabilité sociale. Mais là, évidemment, c'est très exigeant, puis ils n'ont pas les budgets pour le faire, mais au moins, la vision est là. Et là, ben, moi, mon rôle, c'est de descendre sur le terrain, bien humblement, puis de raconter cette histoire-là. Puis je te remercie d'ailleurs de l'opportunité que tu m'offres de rejoindre un autre auditoire, puis de Ben dire, ben, regardez, voici bien modestement qui je suis, qui on est à Vitam. Ce qu'on veut, c'est avec vous, pas pour vous, avec vous, travailler à bâtir un monde meilleur, fabriquer de la santé, du bien-être. Avec Puis vous. pour le faire avec vous, c'est important. on a besoin dans un premier temps, oui, on va vous dire qui on est, mais après ça, de vous manifester haut et fort qu'on veut vous écouter, Oui. puis qu'on veut se donner les moyens. Puis ça, toi-même, tu peux en témoigner, parce que moi, quand je t'ai rencontré, ça a été le coup de foudre. Premièrement, laisse-moi dire aux gens Réciproquement qui aussi. écoutent, là, c'est t'as monté le mont Everest, Luc. T'as monté le mont Everest. Moi, t'es une source d'inspiration absolument spectaculaire. Puis je sais que ton témoignage, là, on parle des enjeux de santé que toi, tu as traversés, Oui. mais pour tous les enjeux de santé autres, hein, dans toutes sortes Absolument, de domaines que les absolument. gens traversent, c'est ça, là, c'est transversal. Tu es une source d'inspiration. Si tout le monde au Québec décide, à mon niveau, là, mon petit niveau, si j'ai une personne avec laquelle je peux avoir une petite jase pour parler de santé durable, d'esprit sain, corps sain, milieu de vie, environnement sain, sur une planète en santé, Ben oui. puis qu'on a besoin ensemble de juste de jaser entre nous autres, ça nous tente-tu d'être un peuple en meilleure santé, un peuple plus heureux, un peuple qui bouge plus, un peuple plus résilient, un peuple qui s'entraide, un peuple qui passe du je au Ou nous? nous, c'est ça qui. Ça oui. nous tente-tu? C'est certain que ça nous tente. Fait que- C'est ça. Alors, merci, Luc. Merci. Tu fais partie des grandes, Moi, grandes sources c'est ma d'inspiration philosophie. depuis que je suis... puis c'est pour ça que, écoute, c'est un honneur pour moi Ben, c'est gentil, de vraiment, participer à cette conversation-là aujourd'hui. Oui, oui, parce que tu sais, longtemps, moi, j'ai été accueilli à Vitam à bras ouverts, là, tu sais, j'ai vécu beaucoup de stigmatisation dans ma vie. À Vitam, jamais. Les gens, on voyait qu'ils étaient contents de me voir, tu sais. En dépit, Ça, là, des fois, je suis pas toujours en état, là, mais il n'y a jamais eu de remarques désobligeantes de ma part, là. Ben, en fait, ce que je dis des fois, puis tu sais, toi, tu as eu tes enjeux, Oui, puis d'autres ont des enjeux, puis ce que je leur dis, là, puis là-dessus, moi, je suis tellement, comment dirais-je, inspiré par ce que les peuples autochtones font, tu sais, le cercle, le fameux cercle. oui. Moi, comme directeur de Vitam, je considère que je ne suis pas au sommet de la pyramide. Non, OK, t'es dans le cercle. Je suis dans le cercle. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. Oui. Et je dis souvent ici à la famille, tout le monde a droit à son opinion. Il faut que ça soit un espace sécuritaire ici, pour que les gens soient capables. Après, tout est dans la manière. Oui, c'est sûr Tu sais, qu'on si je ne suis pas s'entend d'accord, que... si je suis pas Ouais, d'accord ouais. avec ce que tu viens de dire, Oui. mais je veux dire, écoute, Luc, as-tu considéré tel volet? C'est ça. Savais-tu que... Pas pour te dire, voyons, Luc, t'es bien... C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette Mais réflexion-là? non, pas ça. Ça, c'est inacceptable, Ouais. cette réaction-là. Mais, tu sais, si tout le monde est extrêmement respectueux de l'opinion des autres, mais je pense qu'écoute, puis de toute façon, les grands leaders là, vont le dire, c'est que si tu as l'intelligence de bien écouter, oh, tu vas aller loin. Si tu ne te gargarises, tu sais,
flatterie, de basse flatterie. Oui, oui, c'est ça. Tu as toujours raison. Oui. Tu iras nulle part. Ben non. Tu iras nulle part. Alors, moi, je vois un peu le modèle. Je veux vraiment rendre hommage aux communautés autochtones pour ça, parce que ça, cette notion-là de cercle. Le cercle. Quand tu as le bâton, quelque chose dans les mains, c'est toi qui parles. C'est ça. Les autres, écoutez. Écoutez. Et mon Dieu, que de temps en temps, on évite sa gâchette pour parler avant d'écouter. Pas écouter pour répondre. Non, c'est ça. Écouter pour analyser Exactement. et s'approprier ce que l'autre dit. Exactement. C'est ça qui est important, fondamental. Puis, en même temps, la recherche, ben, c'est là pour les citoyens et citoyennes. C'est pour eux qu'on fait ça, d'où l'importance des écouter. Parce que souvent, tu sais, on voit les chercheurs, on les imagine dans le laboratoire, puis ils ne nous voient jamais. Mais là, ils sont avec nous. Hein? C'est ça qui est le fun. Puis, il y a une notion que j'aimerais t'entendre dire, parce que tu le dis souvent, les citoyens, quand tu te rencontres, tu dis souvent, vous êtes nos patrons. Ah oui, absolument. Ah ouais. Tu veux-tu nous partager cette notion-là que tu parles? C'est que ici, tu sais, que ce soit au bureau de direction, sur tous nos comités, il n'y a pas une décision qui sera prise sans que vous donniez votre accord. En d'autres termes, on se parle, là, ça a-tu du sens dont on parle? Les gens qui sont autour de la table, les citoyens et citoyennes, ça a-tu de l'allure? Les acronymes sont interdits. Ah ben merci. Pas d'acronyme. Puis là, on se donne c'est le petit coup de baguette sur les doigts. Oui, quand quelqu'un sort. Parce qu'on comprend rien. Non, c'est ça. Puis je te dirais que ça a beaucoup changé mon langage. Je trouve donc parfois que le milieu académique, puis le milieu même des services de santé, oh boy, qu'il y a de l'acronyme. Ah, c'est épouvantable. Puis c'est que le discours est... Moi, je te dirais, je vais finir ma vie avec un discours très, 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 très simplifié, populiste. Je me fais un devoir. Parce que c'est pas les gens avec des diplômes universitaires que je veux rejoindre. Là. C'est des gens qui n'en ont pas de diplôme universitaire. C'est ça. Quand on regarde le niveau de littératie au Québec, moi, je vais être capable d'interpeller les corps professionnels, mais même les gens qui n'ont pas d'éducation. Sans ça, tu restes dans un milieu élitiste. Puis, exact, puis il se si passe rien. Tu regardes en termes de santé publique, il y a d'immenses inégalités sociales en matière d'accès à la santé puis au bien-être. Tu as 25-30% de la population, là, c'est eux autres là, qui ont besoin d'aide, d'appui, puis d'être écoutés, puis de comprendre avec eux. Puis ça, tu vas me dire, Jean-Pierre, c'est un sacré défi. On va dire, oui, c'est tout à fait. Oui, c'est exactement. Oh, oui, c'est comme chanter Dalida, le parole. Tu sais, oui, à un moment donné, Jean-Pierre, peux-tu passer aux actes? Bien, pour passer aux actes, bien ça, il y a des choses qu'on a proposées, parce que, tu sais, Vitam ne pourra pas le faire tout seul. Là. Il y a des choses qu'on a proposées. Comme par exemple, dans toute la réflexion qu'il y a eu autour de la réforme du système, du réseau, le passage du ministère à Santé Québec, il y avait un chantier qui portait sur la responsabilité populationnelle et implication citoyenne. Et ça, je dois t'avouer... responsabilité populationnelle. Écoute, Luc, moi, j'avais pas d'attente. Là, puis le rapport qui a été déposé au ministère, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais le concept de santé durable est omniprésent, il est central dans le rapport qui a été déposé. Puis une des recommandations fortes, c'est dans tout le réseau, tu sais, en ce moment, on a à grandeur du Québec des directions territoriales. Tu sais, t'as nos grands CIS, puis nos CIUS, puis nos CHU, là. Mais tu as des hôpitaux régionaux qui ont des directions territoriales. Dans leur langage, ils appellent ça des réseaux locaux de services. Oui. Bon, bien, les réseaux locaux de services, semble-t-il qu'il y en a 93 au Québec. Bien, ce qu'on aimerait, c'est les transformer en réseaux locaux de santé durable. Oui, on ajoute ça, ce concept-là. Alors, tu vois, au lieu de dire que là, la direction territoriale d'un réseau local de services se préoccupe de la prestation de services, on est ailleurs. Là. Si on transforme ça en réseau local de santé durable, on veut dire que là, il faut structurer l'écoute communautaire. Oui. Hey, comment on va faire ça, là? Ah, là, on se gratte la tête. Mais là, au moins, la volonté est manifestée. Imagine, as-tu pensé la force de frappe, Luc? Moi, j'y rêve la nuit. C'était 93 directions territoriales avec, dans chaque direction territoriale,
des 12, 15, 20 représentants des communautés. Wow. Tu multiplies ça par 93. As-tu pensé la force, le jus que tu peux tirer des communautés? Parce que ça ne sera pas un one size fits all. Là, Non. C'est pas de dire, ce qui marche dans Charlevoix, ça va marcher dans tel territoire en Estrie. Non, on le sait que ça marche on revient à ce qu'on s'est dit lors du dernier balado, hein, plutôt que de dire qu'il faut bien manger puis il faut bouger. Là. Non. C'est quoi les enjeux sur un territoire? C'est ça. Puis, on a des exercices à Vitam, on le fait dans la région Chaudière-Appalaches. On vient de le faire là, avec le docteur Jean-Luc Dupuis, puis notre direction territoriale de Charlevoix, dans Charlevoix. Ça a été un immense succès. Fait que quand on se donne les moyens de structurer les écoutes des communautés, puis leur dire, OK, c'est quoi les forces sur notre territoire? C'est quoi le potentiel de notre territoire? Mais c'est quoi aussi les enjeux puis les défis sur notre territoire? Puis que les gens des différents groupes sont là. Hey, c'est formidable ce qu'on entend. Puis les gens ont des idées puis des solutions. Oui. OK, on sera peut-être pas capable de tout faire, mais déjà, tu sais, on a mis quelqu'un au monde, il faudrait peut-être l'écouter. Eh oui, hein, il y a quelqu'un qu'on vient de perdre qui disait ça. Oui. C'est ça, là. On peut-tu, à ce moment-là, se donner les moyens de structurer cette écoute-là? Il va sortir du bon de ça. On va pas tout régler, Luc, mais il va sortir du bon. Ce qu'on n'a pas en ce moment. Non. C'est rien. C'est ça. Comme on dit au Québec, c'est rien pantoute. C'est rien pantoute. Si on passe au moins, ça sera pas parfait. Mais si au moins on se donne les moyens, imagine, à la grandeur du Québec, d'aller tirer du jus en matière de compréhension des enjeux. Puis là, tu vas me dire, la santé publique fait ça. Je regrette. Puis je le dis avec beaucoup de respect pour nos directions de santé publique. Absolument. Ils font des tableaux, mais on n'est pas là. On n'est pas dans l'implication citoyenne pour dire, tu sais, santé publique 2.0, faire avec les communautés plutôt que d'étudier des communautés puis faire des tableaux. Puis je le dis avec beaucoup de respect. Pour eux, parce que pour en avoir parlé avec certains d'entre eux, ils n'ont pas les budgets. Ils n'ont pas les budgets parce qu'encore une fois, prévention puis promotion de la santé, on met 65,5 milliards de dollars à gérer des soins. On l'a dit la dernière fois, c'est important. C'est important. Mais il faut mettre de l'argent, encore une fois, en promotion de la santé. d'oxygène. Puis moi, je suis membre du comité ici, Équité, Diversité, Inclusion, qu'on a EDI. On disait qu'on évitait les acronymes. C'est toi le coupable, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça. Puis Vitam a créé ça, là, quelques années. Puis la première présidente, c'était Mama Joyce, Professeur Dogba, oui. Dogba, oui, merci. Moi, je les appelle par le prénom parce qu'ici, on s'appelle tous par nos prénoms. C'est ça, hein? C'est important que le cercle, le fameux cercle. Il n'y a pas docteur puis ticoune. Non, c'est ça. Donc, c'est ça, mais... puis je me souviens, elle t'avait dit, là, Jean-Pierre, c'était une affaire de parure, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Puis vraiment, tu avais dit, non, il n'y a pas de parure ici. Puis on a demandé des choses, ils ont été faites. Ils ont été, tu sais, pour inclure, les personnes... tu sais, des fois, on veut bien accueillir des personnes immigrantes, ou de quoi, mais on est peut-être maladroit des fois, fait qu'on met en place des trucs. Puis c'est pas par donner des cours, puis des... Tu sais, on peut-tu faire des dîners, par exemple, où tout le monde apporte un petit plat, puis on jase entre nous. Puis au niveau de la santé mentale aussi, moi, c'est sûr, c'est mon dedans, là, mais de sensibiliser les gens que c'est pas tout le monde qui gère bien l'anxiété, hein, puis c'est pas un défaut. Puis moi, en tout cas, je tiens à témoigner que Vitam a vraiment pris à cœur, puis il a pris à ras-de-corps, ce comité-là, en disant, c'est important dans le cercle qu'il y ait tout le monde. Ouais. Je pense que c'est important pour toi aussi. Mais tu sais, oui, c'est important, mais il faut faire encore plus. Comme je te disais tantôt, puis merci de le souligner, c'est pas parce qu'on a ce comité-là qu'on dit, là, on a la conscience tranquille. Oui, non, c'est ça. J'aimerais revenir là-dessus. On a d'immenses inégalités en matière. Puis, encore une fois, je te le dis avec admiration, Luc, tu as monté le mont Everest. Moi, je connais des gens, tu sais, des gens qui ont des enjeux de santé mentale, puis je leur dis, garde, là, moi, j'ai une mauvaise génétique. Toi, tu as des enjeux de santé mentale. Moi, j'ai des enjeux de santé cardiovasculaire, OK? Oui. Puis ça paraît pas.
Mais non, c'est pas écrit dans ton Par rapport, front. alors que toi, que veux-tu? Ça paraît. Ça paraît. Bon. Quand j'étais en crise, c'est ça se voit. un peu comme souvent la stigmatisation qui est associée à ce qu'on appelait traditionnellement l'obésité. T'es gros. Ah ben ça, c'est parce que tu manges mal. Ah, tu c'est épouvantable. C'est épouvantable épouvantable de dire ça aux gens. Oui. T'as aucune espèce d'idée de ce Oui. que la personne a vécu. Est-ce que cette personne-là s'est fait violer? Est-ce qu'elle a été battue? Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Des chagrins, les médicaments? Tu sais, la liste est longue, là. Oui. Puis tu vas dire, ah, cette personne-là est grosse parce qu'elle mange mal et elle bouge pas. Non, c'est tellement pas ça. Condescendant, C'est condescendant. Mais ça, imagine la pléiade d'enjeux de santé comme ça, où on prend des raccourcis, puis, tu sais, où les gens subissent la stigmatisation puis des clichés. Fait que je tiens vraiment à le souligner aux gens qui nous écoutent, là, c'est des balbutiements, là. Oui. Mais je veux dire, on le fait parce qu'on y croit, mais c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Tu sais, si tu fais la pléiade d'enjeux de santé, là, il y a les enjeux de santé, mais il y a plein d'enjeux de santé où il y a d'immenses inégalités, puis il y a de la stigmatisation. Il faut travailler ça. Puis la seule façon de le faire, ben, c'est les témoignages. C'est la part qu'on va avoir des gens qui le subissent. Oui. Ben oui. C'est la part des gens qui le subissent qui vont nous faire travailler à modifier les pratiques, nos perceptions, les conversations. Pour ça, puis là, je tiens à le dire aux gens qui... Le docteur Vigneault, là, c'est lui qui prend soin de mon éducation en la matière. Moi, je suis un imposteur là-dedans. Mais je sais, puis là, je le dis avec émotion, que Luc, il sait que fondamentalement, quand je dis ça, par exemple, mes oreilles sont grandes ouvertes. Ben merci beaucoup, puis ça paraît. Puis je tiens à dire que tu fais aussi mon éducation en santé durable. Même mon propre mode de vie a changé à te côtoyer. On le fait à la carte, c'est ça, comme je te disais. C'est ça. C'est le menu, c'est le menu à la carte. Oui, c'est ça. J'aimerais ça... deux choses. Avant de parler de l'impact de la santé durable sur la santé mentale, on a déjà eu des conversations. Quand tu parles, tu fais mon éducation aussi. Moi, je suis arrivé ici, puis je me définissais comme un patient partenaire. Puis toi, t'as pas dit ça n'a pas d'allure, t'as juste dit, t'as-tu réfléchi, quand tu dis patient, ça veut dire que ton identité de citoyenne est peut-être pas là, hein? Tu t'identifies comme un patient qui est malade, puis moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je suis une personne, pas de maladie », donc c'était... Puis ma pensée a cheminé, puis je me définis plus maintenant comme un citoyen partenaire, même si j'ai des maladies. Ben oui, mais t'es pas une maladie, c'est ça, t'es une personne. Mais le réseau de la santé nous appelle encore les patients partenaires. Bon, c'est un autre point. Mais en tout cas, je tiens à te remercier pour ça, puis c'est important que les gens aussi... on est des citoyens d'abord. Absolument. C'est ça. Absolument. Puis ça, ben, ça revient, là, c'est très, très proche de la santé durable, parce que là, je vais utiliser un petit mot compliqué, la vision holistique, c'est globale. Oui. Fait que c'est ça, voyons, on vit tous, là, avec des enjeux de santé plus ou moins importants. Tu sais, moi, je me confie, là, regarde, là. Moi, il y a une épée de Damoclès autour de la tête. J'ai une très mauvaise génétique, je fais ce que je peux, tu sais. Mais à un moment donné, je le sais, là, tu vas peut-être lire dans le journal que je tombais à terre, j'ai fait un arrêt cardiaque, on sait pas. Non, mais c'est ça. Tu veux, la génétique, on ne peut pas la renier. Là. Non. Mais ça, en attendant, ça paraît pas. Tu comprends? Mais ça peut faire paf, du jour au lendemain. OK? Puis il y a plein de désordres comme ça qui paraissent pas, puis il y en a qui sont plus visibles, tu sais, les symptômes dépressifs, d'anxiété, les symptômes de dépression sévère. Quand ça frappe, tu dis, voyons, cette personne-là, c'est une personne incroyable, extraordinaire, c'est un roc de Gibraltar, puis là, du jour au lendemain, paf! Complètement. Voyons donc, c'est ça. Puis on le traite de faible, puis c'est ça, stigmatisation. Mais au moins, tu sais, je dois avouer que dans les médias, comme on commence à en parler un peu plus, on ne va pas le nommer, mais il y a une personne en ce moment qui a des enjeux là, d'épuisement puis de dépression. Là, ça fait les médias. Puis tu dis, bon, ben au moins, on en parle un petit peu. Mais, encore une fois, c'est des personnes qui vivent... que la personne soit malade ou pas, c'est la même personne. Là. Oui. C'est la même personne. Exact. Puis il y a des athlètes,
je pense que c'est Carey Price, le gardien, le Canadien de Montréal, qui a avoué publiquement vivre d'épuisement professionnel. Là, Donc, écoute, la santé durable appliquée à la santé mentale, parce qu'ici, il y a beaucoup de chercheurs, chercheuses qui sont dédiés à la santé mentale pure. D'ailleurs, lors des journées scientifiques de Vitam, il y avait des infirmières, je crois, qui parlaient justement de la dépression puis tout ça. Mais au-delà de ça, peux-tu nous parler de l'impact de la santé durable puis des recherches? Encore une fois, là, je tiens à le souligner. Moi, je suis un imposteur. J'ai pas d'expertise mais là-dedans. T'es curieux. Mais j'aime pas parler de sujet, de faire à croire aux gens là, que j'ai de l'expertise là-dedans. Par contre, c'est sûr que quand tu regardes la définition de la santé durable, un esprit sain dans un corps sain, ben oui, là par exemple, dans le milieu de vie, environnement sain, juste ce morceau-là, aïe, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires pertinentes, des enjeux de santé mentale. Là. Prends juste les notions d'anxiété puis de dépression. La littérature qui fait le lien entre le mouvement, l'activité physique, la qualité du sommeil, l'alimentation. On le sait, l'alimentation hautement transformée, bourrée de sucre, combiné à de la sédentarité, c'est tout un cocktail. Là, tu rentres dans un cercle vicieux, tu dors mal, t'es fatigué le jour, à un moment donné, tu fais de l'obésité viscérale, tu fais de l'apnée du sommeil, tu rentres dans un cercle vicieux. Puis si en plus, tu as des gènes de susceptibilité, moi je t'ai parlé des miens, des gènes de susceptibilité. On en a en santé mentale. Il y en a en santé mentale. Oui. Fait qu'encore une fois, arrêtez de vous culpabiliser. Là, il y a des gens qui ont des génétiques qui font que ça va être, pour certains, ça va être le diabète de type 2, pour d'autres, ça va être l'apnée du sommeil, pour d'autres, ça va être les maladies cardiovasculaires, il y en a d'autres, ça va être des maladies respiratoires. Tu peux faire toute la liste. Il y a des gènes, on a une génétique là, qu'on hérite de nos parents qui font qu'on a des petits maillons faibles. Puis ces maillons faibles-là, ben si la chaîne du mode de vie tire un peu fort, ben, le maillon, il peut peut-être casser. Bon. Fait que c'est sûr que si on est capable de travailler en amont sur le recalibrage à la pièce avec, encore une fois, le livre de recettes, ben, puis moi, je pense qu'il en est un témoignage éloquent, là, parce que comme tu racontes ton histoire en public, on se le dit souvent, toi et moi, les caractéristiques de ton mode de vie vont considérablement améliorer ta qualité de vie, là, surtout quand tu avances en âge. Là, parce que même si tu as à gérer des enjeux de santé mentale, tu vas être, indépendamment de ça, tu vas être victime des conséquences du vieillissement inactif, que j'appelle, au même titre que d'autres personnes, avec ou sans enjeu de santé. Donc, si on est capable, malgré une condition chronique quelconque, c'est pour ça qu'on dit que le mouvement, c'est de longueur pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. Quel que soit, même si... Puis on le voit, là, il y a une littérature scientifique très abondante qui est en train de proliférer. Regarde ce qui se passe chez les personnes âgées. Leur plasticité, leur capacité... C'est inouï. C'est inouï. Leur capacité à répondre au mouvement, c'est spectaculaire. On va rechercher, on rallume des cerveaux, on hypertrophie des muscles, même à 85 ans. Évidemment, les exercices sont adaptés, mais ça montre qu'il n'est jamais trop tard pour remettre du mouvement, mais encore une fois, à la carte et adapté. Puis ça, ben, je le dis avec beaucoup de respect pour les médecins qui écouteront notre conversation. C'est pas votre job. Non. Vous n'êtes pas formé pour ça. Puis tant mieux si vous êtes sensibilisé à la chose, mais ça, c'est le travail de d'autres professionnels. D'autres professionnels, de santé, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les kinésiologues, les nutritionnistes, les travailleurs sociaux, les psychologues aussi, pour comprendre encore une fois quels sont. Puis ça, là, mon Dieu Seigneur, qu'on en a besoin. Avant de traiter l'enjeu de santé physique, on peut-tu donner les moyens aux gens de comprendre pourquoi leur trajectoire de vie. Je reviens là-dessus, là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont adopté tel ou tel comportement? Pas de jugement moralisateur. Non. Il faut les accompagner. Qu'est-ce qui s'est passé en amont qui a fait que cette personne-là a embarqué dans une espèce de tourbillon? Puis là, à un moment donné, c'est très difficile d'en sortir. Puis moi, je dis, parce que toi, tu as monté l'Everest, puis tu peux en témoigner,
une marche à la fois. Ah, Dieu Une en soit marche témoin. à la Une fois. marche à la fois. Quand on dit aux gens là, qui devraient, écoute, devenir des moines végétariens du jour au Non, lendemain, non. ça ne marche Je sais pas. Puis j'ai souvent cette conversation-là avec des gens qui me connaissent, là. Puis de temps en temps, ils me disent, ah, Jean-Pierre, j'ai vacillé en fin de semaine, là. Je l'ai échappé. Ah, Écoute, s'il vous plaît, s'il vous plaît. pas de sentiment de culpabilité. Tu es une personne normale. Tu es exposé à un environnement, écoute, où on t'attaque littéralement, on t'expose à de la malbouffe. Ça goûte bon, c'est sucré, Oui. c'est salé, il y en a partout, ça Partout, coûte pas cher. partout. Arrête de te culpabiliser. Une fois qu'on a dit ça, après, c'est de dire, OK, un petit pas à la fois. Un petit pas à la Un fois. petit pas à la fois. J'écoutais une entrevue de Véronique Cloutier, qui est une célèbre, animatrice télé ici au Québec. Puis elle disait, le samedi midi, c'est poutine, hamburger, une fois par semaine. C'est pas pantoute. Ils se Non, donnent. non. Puis tu vois, c'est une femme, puis Louis Morissette, son mari, c'est des gens forts, mais ils se donnent le droit de faire ça. C'est ça qui est. La santé mentale, historiquement, on les a isolés, puis on a isolé la tête du corps, hein, qui était une erreur majeure. Puis on voit apparaître de plus en plus, par exemple, la Société québécoise de schizophrénie, que je salue, là, ils appellent ça « Venez marcher avec le père aidant ». Moi, je comprends pas que les cliniques du réseau, ils n'ont pas ça, des clubs de marche, puis nos interventions, quand on est clinicien, on peut faire nos interventions en marchant aussi. On n'est pas obligé d'être assis en arrière d'un bureau. Mais tu vois, Hein? c'est là où, quand je te disais, docteur Vigneault, Oui. avec ton doctorat honoris causa, parce que vous savez, les gens qui écoutent là, un doctorat honoris causa, tu as ça parce que tu le mérites. Moi, j'ai un doctorat parce que j'ai fait des études. Fait que ça n'a rien à voir avec le doctorat honorifique qu'a reçu Luc. Ça, c'est hautement, ça montre le mérite de tout ce qu'il a fait. C'est pour ça que, là, au-delà du compliment, là, mon commentaire il est le suivant. C'est pour ça que des gens comme toi, c'est important. Parce que c'est ça qui va faire changer les choses. En mobilisant, encore une fois, la communauté que tu représentes, tu vas dire, hey, nous autres, là, de l'activité physique, on en veut. On en veut. Arrêtez de traiter nos têtes, là. Oui. Arrêtez de traiter notre pathologie uniquement. On a besoin de ça pour améliorer différentes dimensions de notre qualité de vie. Exact. Parce qu'on sait que certains médicaments en santé mentale, en psychiatrie, Bien sûr. bon, ça a une incidence sur le poids, mais ça a une incidence sur le système métabolique. On peut diabète, Il y a oppression. eu ce qu'on appelle dans votre domaine, on a eu la chance de travailler un petit peu là-dessus. On avait été interpellé par des gens ici, ça fait déjà longtemps, avec certains médicaments, des antipsychotiques, là, puis les médecins spécialistes qui suivaient des patients disaient, le patient, il a pris 5 livres dans une fin de semaine. Ah non, oui. Tu as vécu ça. Puis là, c'est exactement ce que tu décris. On a dit, ben voyez, c'est un des effets secondaires de ces médicaments-là. Puis là, ben, le dilemme, c'était, OK, on veut stabiliser le patient, mais il y a tout un équilibre à trouver entre. Puis là, ben, d'où l'importance d'avoir des programmes aussi. Ben oui. C'est pas parce que le patient, encore une fois, est médicamenté qu'il ne devrait pas avoir accès à un programme où on encadre le mouvement puis on recalibre son alimentation, malgré le fait que ce patient-là, il a faim, ça induit de la pédance. Quand tu as faim, là, moi, je sais bien que je dis souvent à la blague, si tu me mettais au régime, je disais, Jean-Pierre, tu vas manger moins, t'es plus mon chum. Non. J'aime trop manger. Par contre, ça, c'est pas une poubelle. Non, c'est ça. C'est là au-dessus. Puis dans mon livre, La Révolution active, j'ai tout un chapitre là-dessus où je dis, moi, j'ai pas de temps à perdre à compter mes calories, mais vous savez, dépendamment de ce que vous avez dans l'assiette, vous pouvez manger à votre faim. Exact. À votre faim, sans vous intoxiquer à vous bourrer de sucre puis de sel. C'est ça. Ben, j'ai consulté une nutritionniste à l'Institut de cardiologie et pneumonie, puis j'avais des préjugés. Puis la première chose qu'elle m'a dit, là, M. Vigneault, là, avoir faim, là, c'est non. Avec moi, c'est non. J'ai dit combien de calories? Non, j'ai oublié ça. C'est ça. On va équilibrer votre assiette. C'est ça. Puis moi, Bravo. je veux pas que vous ayez faim. Je vous donne pas de chiffres. Je vous dis Je sais pas qui vous êtes rencontré, mais je la félicite. Ben c'est exactement ça. On est rendu là, oui, tu vois. Oui. Le monde de la nutrition aussi clinique a beaucoup évolué. C'est ça. Parce qu'avant, on était beaucoup dans la restriction, les régimes hypocaloriques.
Écoutez, ceux qui nous écoutent, là, haut et fort, ça marche pas. Mais non, ça marche à court terme. C'est ça. Mais tu n'es pas capable, voyons donc. Manger, ça a assuré la survie de l'espèce. Oui. On a plein de circuiteries dans le cerveau qui font que, écoute, si tu ne manges pas, tu meurs. Ça assure la survie de l'espèce. C'est ça, c'est important. Donc, il faut manger. Quand on a faim, on mange. Mais après, ben, c'est sûr qu'il y a des milliers d'années, il n'y avait pas des gros beignes bien sucrés. Non, il n'y avait pas de boisson gazeuse. Ça n'existait pas. Fait que tu mangeais ce que tu trouvais. Oui, là, il fallait manger. C'est ça. Il y a un sujet, sans aller à profondeur, mais des fois, les gens qui ont pris des médicaments sont venus obèses un peu, puis on peut avoir recours à ce qu'on appelle le fameux Ozempic, pas le nommer, là. Puis là, tu sais, c'est polarisé, ça. Hein? Mais c'est important de comprendre que juste prendre ça, c'est pas la solution. Bien, là, merci de poser la question, parce que je l'ai à toutes mes conférences grand public. On parle d'Ozempic. Écoute, le problème... Alors, je vais expliquer aux gens comment ça fonctionne. On a dans nos intestins, on pensait que moi, quand j'ai fait mes études universitaires il y a très longtemps, là, presque 50 ans, on pensait que l'intestin, c'était un sac à poubelle. Il y avait des enzymes qui digéraient ce que tu mangeais, puis là, on absorbait les nutriments, tout ça. Mais là, on s'est rendu compte, puis ça, c'est le travail de chercheurs dont il y a un dénommé Dr. Daniel Drucker à l'Université de Toronto, qui a montré que l'intestin, après un pas, c'est un organe endocrinien. Ça libère ce qu'on appelle des incrétines, OK? Des petites molécules. Ces petites molécules-là, ils accompagnent l'insuline. Quand tu manges, tu produis de l'insuline, puis l'insuline fait entrer le glucose dans tes cellules. C'est comme ça que les cellules se nourrissent. Bon. Mais ces incrétines-là, ces petites molécules-là, ils viennent frapper, eux autres aussi, apportent des cellules en disant « Hey, bouffez du glucose ». Et ce que le docteur Drucker a montré, c'est que dans le diabète de type 2, l'intestin devient paresseux, OK? Puis produit moins de ces incrétines-là. Okay. C'est ce qui fait que les gens se retrouvent avec des taux de glucose élevés parce que là, l'insuline fait bien son travail. Fait que l'intestin devient paresseux. Et là, ce que l'industrie a développé, parce que ces petites incrétines-là qui sont produites par les intestins, c'est dégradé, la demi-vie est très courte, c'est dégradé rapidement, en 5-10 minutes, OK? Mais là, ce que l'industrie a développé, c'est des analogues de la même structure, OK? Puis ils ont modifié la molécule pour qu'elle ne soit pas dégradée vite. Ah, OK. Fait que là, par exemple, l'Ozempic, c'est ça, c'est une espèce d'incrétine là, qui est modifiée, qui est tweakée, qui, quand tu te l'injectes, ben, elle reste dans le sang plus longtemps. Fait que là, c'est comme si ton intestin surproduisait des incrétines. Okay? Fait que là, ce qu'ils ont trouvé, les premières études qu'ils ont faites avec des molécules comme l'Ozempic, c'est ça, c'est que les patients et leur diabète s'amélioraient énormément. Sauf qu'il y avait un effet secondaire. Les patients perdaient du poids. Et oui. Et là, ben, ils ont dit, OK, ben, ces patients perdent du poids, on va faire des études chez des gens qui n'ont pas de diabète, mais qui ont de l'obésité. Puis là, ils ont trouvé qu'effectivement, les patients, ils mangeaient beaucoup moins. L'estomac se vidait beaucoup plus lentement, puis les patients perdaient pas mal de poids. Alors là, donc, voici des percées scientifiques remarquables. Après, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est la solution à l'épidémie de l'obésité? Voilà. Non. Non. Puis la raison, c'est la suivante. C'est que si tu donnes... écoute, il y a 1 milliard de personnes dans le monde. Tu ne vas pas mettre 1 milliard de personnes sur Ozempic qui ont de l'obésité, ça n'a pas d'allure. Parce qu'il y en a là-dedans qui ne sont pas malades. Mais non. Il y en a qui sont malades. Bon, ceux qui sont malades, par exemple, ça peut être utile. La chose, par exemple, qui a été bien montrée, c'est que les études où on a utilisé des molécules, parce qu'il y en a d'autres là, qui s'en viennent, comme Ozempic, oui, pour perdre du poids, quand tu arrêtes, ben, les patients, ils reprennent le poids. Là. C'est ça. À l'intérieur de quelques mois, ils reviennent au point initial. Exact. Ce qui fait que, 2 choses. Moi, je fais partie d'un collectif. On a plusieurs collègues dans le monde qui disent, puis là, pour que ça soit clair, parce que tu as raison, Luc, c'est très polarisé. Oui. L'arrivée de molécules comme l'Ozempic, c'est une percée scientifique remarquable. Absolument. Maintenant, c'est qu'il soit utilisé chez le bon patient. Oui. Par exemple, un patient là, qui est en dérapage, qui est déstabilisé, bien là, tu as au moins une molécule pour amener cette personne-là, permettre à cette personne-là de reprendre le contrôle. Parce que là, la personne-là est en train de déraper, elle développe des complications sévères, elle est en train de basculer dans le diabète et tout et tout. Donc, mais moi, ce que je dis depuis toujours aux autorités, puis que je dis puis haut et fort aux compagnies comme Novo Nordisk qui vendent l'Ozempic comme ils vendent des chars. Oui, oui.
J'ai dit, votre molécule est extraordinaire, mais arrêtez de vendre ça comme des voitures, puis accompagner, financer, parce que vous faites des milliards de profits, accompagner. Imagine là, si on mettait en place des cliniques de promotion de la santé, où avec, en plus de l'Ozempic, là, le patient, il a accès à kinésiologue. Je reviens à ce qu'on se disait tantôt. Kinésiologue, physiothérapeute, nutritionniste, psychologue. Tu comprends? Pour que... Puis ça, on est plusieurs dans le monde à penser ça. Voici une percée scientifique remarquable, mais il faut en profiter à ce moment-là pour aider le patient, parce que si vous arrêtez, puis là, si tu as 35 ans, par exemple, tu te mets l'Ozempic à 35 ans, vas-tu prendre ça 30 ans de ta vie? Oui, c'est ça, là. Sont où les données à long terme sur l'impact? On ne sait pas. On ne sait pas. Puis il y a quand même des effets secondaires, on ne rentre pas là-dedans, mais encore une fois, pour se résumer, là, parce qu'il y a d'autres molécules qui s'en viennent, qui vont même être encore plus puissantes que l'Ozempic, c'est des percées scientifiques remarquables. Mais c'est des opportunités, donc, pour dire, hey, voici une boîte à outils, un coffre à outils. Un coffre à outils. Qui peut être utilisé, mais faisons les bonnes choses. Donnons pas ça à tout le monde, puis donnons ça aux patients avec, en accompagnement, une modification des habitudes de vie, parce qu'il y a effectivement des expériences très, très positives de patients qui en avaient besoin, qui ont été traités avec succès sous Ozempic. Le défi, par exemple, c'est quand tu arrêtes. Quand tu arrêtes, donc... Si tu n'as pas profité de ça. Tu sais, par exemple, une personne qui a des problèmes locomoteurs, puis qui perd, 70 livres, puis là, de par le fait maintenant que le poids sur les genoux est plus pareil, sur les hanches, cette personne-là est capable de marcher, même de faire un petit jogging, tu sais, de faire du sport. Ça, c'est énorme. Mais là, c'est énorme, là, tu sais. Elle n'avait pas ça dans sa vie avant. Mais là, il faut travailler là-dessus, puis il faut travailler aussi sur... parce que la personne qui va arrêter de le consommer, elle va avoir faim. Oui, elle va manger. Elle va manger plus. Et par contre, si tu n'as pas travaillé à recalibrer ce qu'on se disait tantôt, à recalibrer ce qui entre dans la bouche, puis que la personne se met à manger une alimentation qui est dénaturée, riche en sucre, riche en sel, ben là, bon. Alors, bref, c'est une boîte, encore une fois, c'est des percées, c'est comme ça que je l'ai écrit dans mes conférences grand public. Je dis, regardez, c'est pas tout noir ou tout blanc, là. L'arrivée de molécules, puis il y en a une pléiade qui s'en viennent, là. C'est des avancées scientifiques remarquables, mais ces molécules-là doivent être utilisées chez les bonnes personnes et doivent être accompagnées d'un programme de modification. Absolument. En tout cas, moi, j'ai aussi la nutritionniste que j'ai consultée. Nous, on arrête de parler de régime. C'est ça. On va parler de nouveaux modes d'alimentation. Manger. Puis, j'ai appris, il y a des aliments qui se digèrent rapidement, d'autres qui se digèrent plus lentement. Donc, si tu veux pas avoir faim d'une demi-heure, ben il faut t'équilibrer ton assiette. Si tu manges des trucs qui se digèrent vite, c'est sûr que tu vas avoir faim d'une demi-heure. En tout cas, plein de trucs de même. Ouais. Puis, perdre du poids, ben, ça te fait bouger, puis bouger, ben, c'est bon pour la santé mentale. Tu vois, c'est un témoignage. Tu sais, regarde ce que tu dis là. Oui. Tu as un nutritionniste, un professionnel de la santé qui t'a appris à recalibrer ton alimentation. Oui, absolument. Je pense pas que tous les Québécois devraient avoir ça. Oui. Mais c'est pas ça qu'on fait. Pas ça qu'on fait. Tout le monde, voyons donc, dans une société inclusive, tout le monde devrait avoir accès à ce savoir-là. Après, faites-en ce que vous voulez, tu comprends? C'est vos vies. Moi, je ne porte pas de jugement chez les gens qui disent « Moi, c'est bien une valeur, je vais manger de la malbouffe, je vais être inactif. » C'est ça. Je vais boire ma petite bière samedi matin, quand je veux. Regarde, je ne porte pas de jugement. Absolument pas. Prends pas ta petite bière puis prends le volant après. Là. Non, ça. Mais je ne porte pas de jugement. Non, c'est important. Mais voici le savoir, voici ce qu'on sait, bien respectueusement. Absolument. Faites-en ce que vous voulez. C'est ça. Fait que donc, écoute, c'est vraiment... Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est déjà la fin pour tout ce que tu nous as appris, puis ta générosité, puis ton livre, La Révolution active, qu'on invite les gens à se procurer, dont les bénéfices vont à l'Institut de cardiologie et pneumonie de Québec, qu'on appelait autrefois, pour les plus vieux, l'hôpital Laval. L'hôpital Laval, ben oui. Donc, écoute, un gros merci, puis on va avoir l'occasion de C'était un grand plaisir, Luc, tu le sais, un plaisir, un honneur. Merci beaucoup. Merci, puis bonne journée tout le monde. Au revoir.